Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité de la Société marocaine de neurologie de m'avoir donné l'aubaine de présenter ce travail et surtout de l'intégrer dans cette rubrique image un diagnostic qui est quasi réservé aux professeurs. Je vais essayer de commencer par... C'est un cas clinique plutôt qu'une image, un diagnostic. Une vidéo, un diagnostic. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 61 ans ayant comme motif d'admission une diplopie horizontale. Il avait comme antécédent une hypertension artérielle sous péridopril avec un diabète non insulinodépendant sous metformine. Son histoire de maladie remontait à 12 heures de son admission aux urgences par l'installation d'une sensation vertigineuse à type d'instabilité associée à une diplopie horizontale transitoire et une déviation de regard vers la droite. L'examen neurologique trouvait une marche normale, une force musculaire qui est conservée aux 4 membres, un tonus musculaire qui est conservé, des réflexes aussi présents et symétriques, un réflexe cutaneux plantaire qui était indifférent, une sensibilité conservée sur tout le monde, une coordination motrice qui est conservée. Avant de procéder à l'examen des pertes crâniennes, je vais vous inviter à visionner une vidéo du malade. Il y a un problème de volume. C'est juste pour le volume. Tu veux du son? Oui. Donc en fait, je vais demander au malade d'essayer pour les mouvements oculaires sur les 4 points cardinaux, donc pour nos amis francophones, à droite, à gauche, puis en bas, pour essayer de voir la mobilité oculaire. Le son. Problème de son. Donc, on va laisser passer la vidéo, puis après on décrit. D'accord, ok. Mais là, il y a une limitation de droite. Ouais. Donc, on verra la vidéo, puis je vais commenter. Oui. Spontanément, c'était dévié vers la droite. C'est dévié vers la droite. Donc je vais demander au malade de faire la poursuite. Oui. Il interroge, il est placé. C'est une prévalence du regard à droite ou le... Non, je suis tout droit du malade. Vous êtes en face. En face du malade. D'accord. Je suis en face du malade. Donc c'est une déviation spontanée des yeux vers la droite, des mouvements conjugués, mais spontanés. Donc je vais demander. C'est une déviation vers la droite, oui. Donc je vais demander au malade de regarder à droite, puis en haut, et puis en bas. Et maintenant je vais demander de regarder à gauche. Maintenant il regarde à gauche. Et puis de fixer le stylo pour essayer d'examiner le mouvement de convergence. Donc au terme de cet examen, on peut dire... Est-ce que la convergence est normale? La convergence est normale. Donc pour l'examen des pertes crâniennes... Ouais. Donc pour l'examen des pertes crâniennes, on trouvait une acuité visuelle sans correction qui est à 8 dixièmes. Après correction, il est à 10 dixièmes au niveau des 2 yeux. Il n'y avait pas d'amputation du champ visuel. La rétine était aplate avec une macule qui est normale au fond de l'œil. Le nerf oculomoteur trouvait un réflexe photomoteur qui était direct et consensuel, présent à droite et à gauche. Une paralysie à la voie des saccades horizontales, des mouvements de poursuite et des mouvements oculo-vestibulaires. Une conservation par contre des mouvements oculaires de verticalité et de convergence. Alors que le reste des pertes crâniennes était intact. Et les fonctions supérieures étaient conservées aussi. Donc selon vous, quel syndrome sémiologique peut-on attribuer à ce malade? Et quelle serait la localisation topographique? À la lumière de cette vidéo et de ces résultats d'examen. Topographie. Déjà la sémiologie. La sémiologie d'abord. Ou bien chiasmatique, ou bien en occipital. Vous dites Pourquoi en occipital, soit en rétrochiasmatique. Donc il y a une paralysie de latéralité. Donc
Tout Avec d'abord, une diplopie. la diplopie, elle était transitoire. Mais elle a existé. Non, elle a existé au Oui. début. Mais Mais la convergence est conservée. la Où est la lésion? convergence, elle est conservée, ainsi que les mouvements de verticalité. Moi, je pense que le fait que la convergence est conservée, on est dans une paralysie de fonction de type internucléaire, probablement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une paralysie de la latéralité à gauche, mais il y a aussi une prévalence de regard, c'est-à-dire le malade regarde à droite. Ce n'est pas les patients qui regardent en face, ils sont incapables de bouger vers un côté. Les hypothèses, moi je dirais, soit c'est une atteinte de la région frontale homolatérale à la déviation, soit une atteinte mésencéphalique ou protubérantielle haute du côté contralatéral à la déviation. Frontale avec une diplopie? D'accord. Oui, probablement au début. C'est une hypothèse topographique. Frontale droite ou mésencéphalique ou protubérantielle, mésencéphalique gauche. D'accord. S'il vous plaît, une question. Est-ce que, Une seconde. est-ce que les mouvements réflexes, est-ce que les mouvements réflexes, est-ce qu'ils sont présents? Ils sont abolis. Le réflexe oculo-vestibulaire, elle est abolie. Ainsi que le mouvement de poursuite et les saccades volontaires aussi. Ouais. Donc c'est une paralysie de fonction qui est complète. C'est le tronc. Protubérance haute. Alors, est-ce qu'on peut être plus De quel côté? précis au niveau quel côté? du tronc? Oui, plus précis que le tronc. Il y en a Gauche ou droite? plusieurs formations. Normal. Le réflexe photomoteur, elle est normale. Direct et consensuel, elle est normale. Ouais. Il n'y a pas d'anisocorie, il n'y a rien. Il n'y a pas de myosis serrée ou rien. Réflexe- Donc lésion pontique gauche. C'est notre proposition? lésion pontique. Assez haute. Plus précis que ça. Oui. Quelle structure Madame au niveau du demande pont? d'être plus précis que ça. Protubérance, Parce c'est que plus précis que la protubérance. Protubérance haute. D'accord. Non? On va voir un rappel, Postérieur. rappel anatomique sur les mouvements de latéralité. Qui est dit? Postérieur. Postérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Ça là veut où il y a dire, les noyaux. ça veut dire dorsal. C'est ça ce que vous oui. dites. Pourquoi? Donc, c'est quelle structure qui peut être incriminée? Oui, Est-ce qu'elle va donner c'est Oui. pas comme ça la bandelette. c'est la latéralité aussi, la bandelette. Moi, c'est juste ce qui me dérange pour une paralysie de fonction, c'est que le réflexe oculovestibulaire est aboli. Ça veut dire qu'il y a une atteinte nucléaire associée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la paralysie de fonction, il y a une paralysie élémentaire associée. Oui, Alors, quelle paralysie? c'est quelle? Vous dites une paralysie nucléaire, donc. Bon, Le noyau du 6 à gauche? Aussi? Avec, voilà, une lésion assez haute en... Oui, bon, on avance. on est sur D'accord. bon on est chemin. sur la bonne voie. Allez. D'accord. Donc on va a essayer bien d'avoir, avant de répondre à ces interrogations, on va essayer d'avoir rapidement un petit rappel anatomo-physiologique des voies de latéralité. Je vais laisser pour la fin. Je vais laisser pour la fin lire. Donc le circuit oculogire du mouvement de latéralité prend naissance principalement au niveau de l'aire motrice frontale, l'aire 8 de Brodmann. L'influx nerveux passé soit directement, soit après un relais au niveau du colliculus supérieur pour passer au niveau de la partie basse du mésencéphale. Il va décusser à ce niveau pour arriver à un centre prémoteur qui est très intéressant, qui s'appelle la formation réticulée pontique paramédiane. À partir de cette formation, son action, c'est une action double. À la fois, il va activer directement le noyau du 6 homolatéral, et il va inhiber de façon contralatérale le noyau du 6 contralatéral. Le noyau du 6 à ce niveau, qui est un véritable centre moteur pur, va avoir une double action. À la fois une action sur le motoneurone abducens qui est homolatéral, celui qui va innerver le muscle droit externe et permettre une abduction homolatérale. Une deuxième action qui va être sur le motoneurone abducteur à travers le faisceau longitudinal médian pour arriver
et s'articuler au niveau du noyau du 3 pour ensuite partir pour faire une adduction contralatérale à travers le muscle droit interne. Donc c'est le schéma global de la voie de la latéralité. Donc pour cela, on va passer, pour comprendre cela, on va passer aux différents syndromes sémiologiques de mouvement de la latéralité. Donc le premier syndrome le plus fréquent, c'est l'ophtalmoplégie internucléaire, qu'on peut voir surtout au niveau de la sclérose en plaques. Donc on aura la lésion, la localisation, c'est au niveau du faisceau longitudinal médian. Donc la commande du noyau du 6 va pas passer pour le motoneurone abducteur, donc on aura une abolition de l'adduction de ce côté, alors que l'adduction de ce côté va être conservée. Donc on aura une abolition de l'adduction homolatérale à la lésion avec un nystagmus en abduction qui dit ataxique. C'est un nystagmus ataxique. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome abducens. C'est le noyau du 6 que M. Etchmani a dit. C'est le noyau du 6 qui est atteint avec une double composante. On aura une abolition à la fois du motoneurone abducteur et du motoneurone adducteur. Donc on aura des mouvements au niveau homolatéral à la lésion qui est aboli, alors que les mouvements contralatéraux à la lésion seront perméables. Le troisième syndrome plutôt, c'est le syndrome 1,5 de Fischer. C'est une lésion à la fois du noyau abducens corrélée au faisceau longitudinal médian. Donc on aura à la fois une lésion à ce niveau des deux mouvements d'abduction et d'abduction. Donc c'est un nœud qui sera fixé en position initiale. Il y aura une deuxième atteinte du motoneurone adducteur contralatéral à la lésion. Le seul mouvement qui sera possible, c'est l'abduction contralatérale à la lésion. Donc c'est le syndrome 1,5 Fischer. Un nœud qui est paralysé, la moitié de l'autre qui est paralysé. À ce syndrome, on peut associer une paralysie faciale périphérique et le syndrome sera nommé le syndrome de 8,5. 7 plus 1,5 sera 8,5. Donc là, il y a le quatrième syndrome, c'est le syndrome de la formation réticulée pontique paramédiane qui se connaît par une atteinte de la formation réticulaire à ce niveau. Et cette paralysie, c'est une paralysie dissociée de fonction qui correspond à une atteinte seulement des saccades volontaires, alors que la poursuite et le réflexe oculovestibulaire, ils sont conservés. Le dernier syndrome, c'est une paralysie bilatérale de la latéralité par atteinte à la fois des deux noyaux abducens des deux côtés. Donc on aura une impossibilité d'avoir n'importe quel mouvement, que ce soit du côté homolatéral ou contralatéral, avec comme seul mouvement possible, c'est le mouvement de convergence. Donc, à la lumière de ce rappel anatomo-physiologique, qu'est-ce qu'on peut dire pour notre malade? On a discuté, la plupart, M. Belhassan Fawzi et M. Etchmani, ils ont conclu que c'était une atteinte du syndrome abducens par atteinte du noyau abducens, parce qu'on a une impossibilité du mouvement oculomoteur de la latéralité vers le côté homolatéral, et une déviation du regard vers le côté droit. Donc, les seuls mouvements qui sont perméables, ce sont les mouvements contralatéraux à la lésion. Concernant l'imagerie, on a réalisé une imagerie en urgence scranographique qui était normale. Une IRM cérébrale était réalisée à 72 heures d'installation des signes et qui trouve une lésion, c'est une restriction de diffusion au niveau pontique, dorsal, paramédiane, qui juxtapose le plancher du V4 et qui est latéralisé à gauche. Il est bien visible au niveau de la séquence T2, ce qui correspond à un syndrome abducens qui est gauche et avec une déviation de regard vers la droite. Donc voici la corrélation anatomo-radiologique et voici le noyau du 6. C'est lui qui corrèle à notre patient. Ouais. Et je vous remercie pour votre attention.